Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Tout a commencé en 2011, lorsque des amateurs de cannabis ont réussi à exploiter une faille dans la loi anti-tabac espagnole, leur permettant de consommer du cannabis dans des lieux fermés et privés. L'État a fermé les yeux sur ces associations sans but lucratif où seuls les membres inscrits ont le droit de consommer en toute liberté. Depuis, les cannabis clubs ont fleuri dans toute l'Espagne. On en compterait aujourd'hui plus de 700 à travers le pays. Au total, ils réunissent des centaines de milliers d'associés et brassent des millions d'euros chaque année. Produits dérivés, cliniques spécialisées, tourisme associé. Le nouvel or vert reste pourtant illégal en Espagne. Notre reporter Valérie Labonne a exploré les diverses facettes publiques et cachées de cette activité en plein boom. En Espagne, l'industrie du cannabis légal pèse aujourd'hui 60 millions d'euros annuels. Un business toléré qui se développe grâce à un vide juridique et attire une nouvelle génération de cols blancs. Comme David, 38 ans, entrepreneur et homme d'affaires. Judas, 37 ans, consultant qualité. Ou encore Alberto, 32 ans, biochimiste. Nous sommes à Barcelone, en Catalogne. Une ville connue pour ses monuments et sa plage, mais aussi pour ses clubs de cannabis, où l'on peut fumer en toute légalité. Dans la ville, il en existe plus de 300. Voici l'un des clubs stars. Le patron, c'est lui, David Madignan, un homme d'affaires arménien qui s'est lancé dans le business du cannabis il y a 4 ans en profitant du flou juridique espagnol. En Europe, il est interdit de fumer dans un endroit fermé, même privé. Ici, tu peux, et c'est légal. Cela se base sur le droit constitutionnel espagnol, qui stipule qu'une personne majeure, qui a plus de 21 ans, est capable et a le droit de faire ce qu'elle veut avec sa santé, si bien sûr elle ne perturbe pas celle des autres. Aujourd'hui, ces clubs se présentent comme de simples associations de consommateurs, mais leurs licences peuvent se négocier plus d'1 million d'euros. 95% des investisseurs sont étrangers. Les grandes sociétés ont compris le potentiel de ce marché. Aux États-Unis, par exemple, les acteurs de cette industrie sont déjà millionnaires. Des marchands de graines aux producteurs, c'est un business énorme. Dans ce loft de 400 mètres carrés, en plein centre-ville, David emploie 17 personnes. Ici, la clientèle est haut de gamme. Bonjour. Ticket d'entrée pour devenir membre, 50 € annuels. Cet avocat travaille à quelques rues de là. Il préfère garder son anonymat. Ici, c'est le dispensaire. C'est là où est stockée l'herbe. C'est là où tu sélectionnes ce que tu vas fumer pour plus tard. Il achète l'herbe entre 7 et 12 € le gramme. J'ai acheté un joint déjà roulé. Il te le donne dans un petit étui, comme celui-ci. Au total, ce club compte 2400 membres. D'autres, encore plus grands, dépassent les 10 000 membres. Un marché qui attire de nouveaux profils, qui n'hésitent plus à se dévoiler au grand jour, bien loin du monde des trafiquants traditionnels. Judas a 37 ans. Avec ou sans barbe, ce dandy qui a passé son enfance en Suisse est consultant en cannabis depuis 2 ans. Alors là, nous avons rendez-vous avec le responsable de qualité d'une association pour conseiller, pour améliorer la qualité du cannabis disponible pour ses membres. Judas est une des stars du cannabis en Espagne. À la manière d'un œnologue, il teste les qualités des différentes variétés d'herbes. Première étape,
l'analyse olfactive. Alors ce qui me frappe d'abord, c'est l'intensité des arômes. La variété Amnesia est très bien, mais ta Green Poison est assez terne. Oui, elle a beaucoup souffert à cause de la chaleur. Je trouve aussi que tes cultivateurs sont un peu légers en ce qui concerne la manucure des plantes. Ensuite, Judas sort son microscope pour vérifier la composition de l'herbe. Puis vient le verdict. Pour améliorer l'arôme de cette herbe, il aurait fallu rajouter des glucides. Pour les patrons de club, l'œil de Judas est un gage de qualité indispensable. Pour moi, bénéficier des conseils d'un spécialiste qui analyse mon herbe permet de déceler des problèmes, des maladies potentielles, des champignons, de savoir si elle arrive à maturité ou non. Et selon cette maturité, mon produit a plus ou moins de potentiel. En plus des patrons de club, Judas conseille aussi des entreprises spécialisées dans le cannabis. Il touche jusqu'à 3 000 € par contrat. Parmi ces entreprises, la start-up Weedmaps. Ici, les employés fument au bureau. C'est normal. Weedmaps est un guide du cannabis. Ici, on voit une carte d'Espagne avec tous les cannabis clubs. Notre application te géolocalise et te donne l'adresse du club le plus proche. Aux États-Unis, Weedmaps est une société qui engrange 18 millions de dollars par an. C'est ici en Espagne qu'elle a choisi d'ouvrir son premier bureau européen, il y a 1 an et demi. Nous commençons en Espagne, mais l'objectif est de se développer partout en Europe. D'ailleurs, nous ouvrons un 2e bureau à Berlin. Salut, comment ça va, vieux? Aujourd'hui, l'équipe reçoit l'un de ses partenaires, un biologiste qui travaille à Berlin. J'ai étudié le système nerveux pendant 7 ans à l'université, puis j'ai créé ma propre société. Je travaille avec un laboratoire de recherche à Madrid et nous distribuons des fleurs de cannabis aux pharmacies en Allemagne. Je voyage régulièrement en Espagne, car de tous les pays européens, c'est le plus avancé au niveau médicinal et récréatif. Seule ombre au tableau, la production est toujours illégale en Espagne. C'est tout le paradoxe de cette industrie. Les plantations de cannabis fleurissent dans tout le pays, mais leur localisation est tenue secrète et elles sont interdites aux caméras. Sauf pour les activistes de la web télé Marihuana TV, pour qui toutes les portes du secteur sont ouvertes. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter la plantation d'un cannabis club. Le site est entouré par un mur, il y a des chiens et tout est soigneusement grillagé pour éviter le vol et les saisies policières. Ces précautions seront peut-être bientôt inutiles, car l'industrie du cannabis pèse sérieusement sur l'économie espagnole et ses défenseurs espèrent faire plier les politiques pour légaliser le marché. Hey, hola. Bonjour, ça va? Oriol Casals est avocat, lobbyiste pour l'industrie du cannabis. Ça, c'est notre proposition de loi pour le Parlement. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Alba Vergés, une députée du Parlement catalan, qui l'a ralliée à sa cause. Ici, il y a des syndicats de fumeurs qui existent depuis longtemps. Ils sont puissants et ont permis une perméabilité avec les politiques particulièrement intense en Catalogne. Oui, ils nous mettent la pression. Le dossier sur la régularisation du cannabis avance rapidement. On a déjà reçu plusieurs experts, ça va très vite. Oui, et en termes de revenus, par exemple, c'est important.
On parle d'environ 1 milliard d'euros par an. Je ne vous parle pas que des clubs, mais aussi de ce que génèrent les consommateurs. Ici en Catalogne, on en a déjà plus de 500 000. Sí, vale. Para que yo tú quedas. Depuis janvier dernier, Oriol Casals a mobilisé le lobby du cannabis. Il a largement obtenu les 50 000 signatures nécessaires. Le vote va commencer. Pour que le Parlement accepte de donner un cadre législatif à l'industrie de l'or vert en Catalogne. Cette loi qui va encadrer la culture et la consommation devrait être ratifiée avant l'été. Une première en Europe. À Madrid, dans la capitale, l'industrie du cannabis est moins organisée, mais les investisseurs, eux, sont bien là et misent sur le potentiel thérapeutique. Du coup, dans la ville, des laboratoires se sont lancés dans la course. Tu peux me passer un récipient? Jorge Soto est ingénieur, diplômé de Polytechnique à Madrid. Il a créé la société Ananda il y a 1 an. Nous avons une grosse augmentation des demandes d'analyse des variétés de cannabis. Et elles ne viennent pas seulement des cultivateurs ou des patrons de clubs. Nous avons beaucoup de contacts avec des gens de l'industrie pharmaceutique, des chercheurs ou des scientifiques. Nous collaborons aussi avec des administrations publiques ou des associations de patients, plus seulement avec les cannabis clubs. Aujourd'hui, Jorge réalise 80% de son chiffre d'affaires grâce à ses analyses d'un genre nouveau. Et le filon ne tarit pas. Tiens, j'ai un échantillon ici, c'est de l'amnésia. Je crois qu'on a pas mal de clients en attente, donc mets-le dans le frigo et tu commenceras l'analyse demain. Alberto Cantalapiedra est chimiste. Il s'est spécialisé et a créé un protocole d'analyse. Ce que je fais là, c'est mettre l'échantillon dans un bain à ultrasons pendant 15 minutes. Ça va détruire l'enveloppe de l'herbe et libérer tous les sucs. Grâce à du matériel de pointe, les chimistes vont pouvoir déterminer le profil génétique de l'herbe et ses effets sur l'organisme, thérapeutique ou récréatif. Là, on voit par exemple que le ratio dans la plante est très élevé. Le niveau de THC, ça veut dire que cette herbe va avoir des effets très psychoactifs. D'autres peuvent avoir un plus grand ratio de CBD. C'est un principe avec des effets antiépileptiques et antidépresseurs. La médecine est loin d'avoir exploré toutes les possibilités du cannabis. Aux États-Unis, les leaders du domaine sont déjà cotés en bourse. L'Espagne entend bien être le premier pays européen à imiter cet exemple. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, direction à présent le port marocain d'Al-Hoceima, capitale du Rif, région pauvre secouée par un mouvement de contestation qui vient de prendre une nouvelle ampleur. Il y a 7 mois, la mort d'un poissonnier nommé Mohsin Fikri a eu un rôle de déclencheur. Après s'être vu confisquer sa marchandise par un agent de l'État de l'espadon interdit à la vente en cette saison, il s'est jeté dans un camion-benne afin de tenter de sauver son gagne-pain. Sa mort brutale a choqué de nombreux Marocains, certains voyant dans cet homme le symbole de la pauvreté et du manque de travail qui affecte particulièrement certaines régions du Maroc. Un mouvement citoyen pacifique est né, réclamant à l'État une amélioration notable des conditions de vie. L'arrestation du meneur Nasser Zezafi a donné un nouvel élan à l'indignation populaire. Faisons le point avec ce reportage signé Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire.
Niché entre deux montagnes rocailleuses, se jetant dans la Méditerranée, Al Hoceima est l'épicentre du mouvement de contestation dans le Rif. Dans cette zone enclavée, les protestataires réclament emploi, accès aux soins et à l'éducation. Depuis 3 semaines et l'arrestation de leur leader, Nasser Zefzafi, les rapports se sont tendus entre police et manifestants. À l'origine de la colère, la cherté de la vie dans cette zone déshéritée. La ville tire une grande partie de ses revenus de la pêche, mais l'activité tourne au ralenti. En 2009, on avait une flotte de 45 bateaux de pêche à la sardine. Aujourd'hui, en 2017, on n'en compte plus que 23. Et la cause principale de cette situation, c'est la faillite des patrons de chalutiers. Cette précarité et la mort du poissonnier Morsin Fikri, l'étincelle qui a déclenché le mouvement de contestation. Un mouvement incarné aujourd'hui par Nasser Zefzafi, incarcéré le 29 mai dernier. Raison principale de son arrestation, avoir interrompu le prêche de l'imam de cette mosquée. Un délit puni par la loi qui n'entame pas le soutien des habitants à leur leader. Nasser Zefzafi, de toute façon, il était dans le collimateur. Il était visé. L'incident de la mosquée, ce n'était qu'un prétexte pour lui tomber dessus. Oui, bien sûr. Tous les gens d'ici, d'Al Hoceima, mais aussi de tout le Maroc. On est tous derrière Zefzafi. Une solidarité avec le mouvement, visible dans ce marché du centre-ville. Ici, on se plaint du coût de la vie. À environ 3 € le kilo, la sardine par exemple est 2 fois plus chère qu'ailleurs au Maroc. C'est pour ça que les gens sortent dans la rue. Ils veulent qu'on baisse les prix. Ils voudraient du travail, des hôpitaux, que les prisonniers soient libérés. Car ces gens-là sont innocents. Vraiment, ils n'ont rien fait. Ils ont juste dit la vérité. Les arrestations, quasi quotidiennes dans les rangs des sympathisants, alimentent la crainte de témoigner. C'est aux responsables de trouver une solution à ces problèmes. Nous ne sommes ni séparatistes ni anti-royalistes. C'est aux responsables du gouvernement de nous trouver des solutions. Ce sont eux qui nous volent. Ce sont eux qui causent du tort à notre région. Pourtant, l'État marocain mène au pas de charge une politique de grands travaux lancée il y a 2 ans par le roi. Des mesures censées répondre aux revendications des habitants en apportant une solution, notamment au monde rural. C'est de désenclaver les périmètres agricoles surtout et de faciliter la production agricole des petits agriculteurs pour commercialiser sur le marché national ou l'international. Et pour désenclaver cette région isolée, une voie express doit relier 2 fois plus vite Al Hoceima à l'autoroute. Également en construction, un hôpital prévu pour fin 2019, l'une des principales demandes des manifestants qui disent souffrir du manque de services spécialisés. Pour les cas qui nécessitent une IRM, effectivement, ils doivent se déplacer à Oujda ou Fès. C'est pour cela que cet hôpital va répondre à ce besoin et va rapprocher le soin à la population et va améliorer bien sûr l'accessibilité aux soins au niveau de la province de Hoceima. Si pour les habitants les mesures tardent à venir, l'État a su respecter les délais. Il y a des délais, il y a un échéancier, donc on est là pour suivre les délais, les échéanciers. Pas de quoi calmer la grogne à Al Hoceima. Depuis 3 semaines, les manifestations sont quotidiennes. Pour échapper à la police qui quadrille la ville, des rassemblements éclairs sont organisés. Si certains évoluent le visage masqué, c'est que la crainte d'être arrêtés est réelle. En moins d'1 mois, 86 personnes ont été interpellées selon la justice, plus d'une centaine selon les militants. Est-ce bien nécessaire d'emprisonner ceux qui réclament dignité, infrastructures, écoles et universités? On s'arrêtera lorsqu'ils répondront à nos revendications. Mais qu'ils libèrent d'abord nos détenus. C'est non négociable. Et qu'ils donnent satisfaction à nos revendications. D'ailleurs, ce ne sont même pas des revendications. Ce que nous demandons, c'est l'application de nos droits. Dans les autres pays, les droits sont garantis, mais nous sommes toujours en train de les demander. Face à une situation qui semble s'enliser, de nombreuses voix s'élèvent pour demander l'intervention du Palais Royal. À présent, la Russie accueille dans 1 an la Coupe du monde de football. C'est ainsi l'occasion pour le pays de tester ses stades, mais aussi
sa sécurité. Les hooligans figurent au premier rang des préoccupations. Un problème auquel les autorités russes se sont attelées très sérieusement en appliquant une politique de tolérance zéro. Le reportage d'Elena Voloshin. En marge de la Coupe des Confédérations en banlieue de Moscou, un match de 3e division va démarrer. À 20 ans, Alexei fait déjà l'objet d'une interdiction de stade. Condamné à 3 ans avec sursis pour une bagarre de rue entre hooligans, il est pourtant bienvenu ici. Pour l'entraîneur de l'équipe à domicile, les Ultras ne posent aucun problème de sécurité. Derrière les poteaux là-bas, tout au bout, c'est le secteur des supporters de l'équipe adverse. Nos gars à nous s'installent dans le secteur B, tout là-bas à gauche. C'est la règle. C'est ce que demandent les inspecteurs qui contrôlent nos matchs. Pour Vadim Kots, les Ultras sont même les garants du succès de son équipe. C'est un attribut indispensable du football. Sans eux, on s'ennuie. Grâce à eux, on joue mieux, on se donne à fond. Mais vous savez, en réalité, du cassage de gueule pendant les matchs, c'était quand la dernière fois? Ils règlent leur compte là-bas, en dehors des tribunes du stade. Aujourd'hui, à la tribune des Ultras, ils ont 16 ans à peine et rêvent déjà de bagarres et de violence. Mais Alexei côtoie aussi les vrais hooligans, plus âgés. Dans leur milieu, toutes les équipes se connaissent. Et la plupart des rixes sont arrangés. On s'entraîne 3 fois par semaine dans une salle de sport. Parfois, on se retrouve dans la forêt. Pour ça, on se met d'accord sur le nombre d'adversaires. On se bat jusqu'à ce qu'on nous dise stop. Des coups de pied dans la tête et tout ça. Bon, si t'es à terre et que t'es vraiment mal alors que la bagarre est pas terminée, ton leader aîné vient se placer au-dessus de toi et on ne te touche plus. Ces entraînements et ces bagarres rituelles, nous ne pourrons pas les filmer car les leaders des groupes nous ont tous demandé de l'argent, gâtés par l'attention des médias mondiaux après l'Euro 2016 de football. Ce jour-là à Marseille, quelques 150 hooligans russes passent à tabac des supporters anglais pourtant bien plus nombreux. Une victoire qui fait aujourd'hui la fierté des hooligans russes. C'est écrit Tour de France, et là c'est la reine d'Angleterre qui a sans doute beaucoup de peine à cause des méchants hooligans russes. À Marseille, Dmitri était de la partie, mais selon lui, il n'y aura pas d'épisode 2 durant la Coupe du Monde 2018. Tout le monde a compris qu'en Russie, ce ne serait pas possible. Le travail des forces de l'ordre avec les hooligans a commencé environ 1 an avant Marseille. Avant chaque derby, chaque grand match, tous les leaders qui peuvent organiser des bagarres sont convoqués à des entretiens ou appelés au téléphone. On leur rappelle ce qu'ils risquent. Dans notre pays, chacun sait ce que veut dire un sursis ou une détention. Tu sais que tu peux dire adieu à ton travail, ton développement personnel, tes perspectives de carrière. Les avocats, ça coûte cher et tu auras des problèmes financiers. Donc ils n'ont pas besoin de nous menacer, ils nous disent juste « vous êtes sous contrôle », n'y songez même pas. Il y a 2 mois, les autorités ont durci la loi anti-hooligan. Introduite l'an dernier, les interdictions de stade visent près de 300 personnes et les listes ne cessent de s'allonger. Le chef de la sécurité régionale à Moscou confirme, les leaders des hooligans ont bien été prévenus. Les représentants de ces mouvements viennent se plaindre en disant qu'ils perdent au classement international des hooligans. Bon, on leur répond mieux vaut perdre au classement plutôt que perdre la possibilité de venir au match. Et dans une certaine mesure, on se comprend. Alors, les hooligans doivent vivre leur passion autrement. À Moscou, cette boutique de mode créée par et pour des hooligans est facilement localisable sur Internet. Ce t-shirt s'appelle Europe. C'est notre regard sur l'Europe d'aujourd'hui. C'est la photo de l'un de ces migrants qui inondent notre Europe. Le propriétaire l'affirme, il n'a aucun problème avec les autorités. Aujourd'hui, nous avons arrêté de sortir des t-shirts qui pourraient nous valoir les reproches des forces de l'ordre. Désormais, nous avons plutôt tendance à sortir des choses agressives, mais sans aucune incitation à quoi que ce soit. Parmi les clients du magasin, nous croisons un vétéran du hooliganisme. Mon âge ne me permet plus de faire des bêtises.
Il nous explique qu'aujourd'hui, le mouvement n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans les années 90. Dans les années 90, tu te prenais des barres de fer et des briques dans la figure. On faisait voler tout ce qu'on avait sous la main. Maintenant, c'est fini. Bref, la civilisation s'est installée. Oui, maintenant, c'est plus calme et plus tranquille. Loin du chaos qu'il a provoqué à Marseille, en Russie, le hooliganisme devient surtout une sous-culture à la mode, une mode que les autorités gardent bien à l'œil. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, la gauche américaine est mobilisée comme elle l'a rarement été. Les militants démocrates ont décidé d'investir le terrain pour, selon eux, faire prendre conscience aux électeurs conservateurs et aux indépendants que Donald Trump et le Parti républicain mentent. Eh bien, nous avons suivi des petits candidats progressistes, novices en politique et déployés dans des terres réputées conservatrices. Est-ce un sursaut passager ou une véritable évolution est-elle en cours chez les démocrates? Gallagher Fenwick nous en dit plus. Il est à peine 7 h du matin en pleine semaine. Des dizaines de personnes battent déjà le pavé de la capitale américaine dans le but, disent-elles, de réveiller les consciences sur un sujet qui leur est cher, le climat. Depuis les débuts de la présidence Trump, s'engager et manifester est devenu une nouvelle habitude pour de nombreux Américains. Avant, je ne votais pas dans les élections autres que la présidentielle parce que j'habite dans un comté démocrate. Mais maintenant, j'en suis à ma 6e manif, c'est tout ce qui compte pour moi. J'ai des enfants, je fais ça pour leur avenir. Après une première étape devant l'un des hôtels qui porte le nom du président, le cortège se rend devant l'Agence pour la protection de l'environnement. Qu'elles soient collectives ou individuelles, les initiatives se multiplient à travers le pays pour dénoncer les choix du président en matière de politique étrangère ou intérieure. Drew Schneider et son ami ont récemment commencé à imprimer des slogans sur des pancartes dans ce local. La pancarte la plus demandée, c'est celle-ci, celle qui dit « D'où que vous soyez, nous sommes ravis que vous soyez notre voisin ». C'est un message très positif, je trouve. Celle qui célèbre les villes sanctuaires est également très populaire. Celle qui dit « Résiste » fait un carton en ce moment. Et enfin, « L'amour habite ici » envoie un très beau message. Dur d'être en désaccord avec cela. L'idée a rapidement pris son envol. Grâce à un site internet, les deux amis commercialisent désormais leurs produits et les commandes affluent, selon eux. Parfois, il suffit qu'une personne installe la pancarte devant chez elle et ça a un effet d'entraînement. Plein de gens dans le quartier nous passent ensuite commande. Et c'est comme ça, j'imagine, dans d'autres parties du pays. Quand une personne voit ça, elle se dit « Moi aussi, j'ai envie de partager ce message. » Et c'est très simple à faire. Cet élan de défiance, le Parti démocrate compte bien en profiter. La gauche mise notamment sur un raz-de-marée lors des prochaines élections de mi-mandat, les midterms de 2018. La campagne est déjà lancée. Des petits candidats progressistes, souvent nouveaux en politique, sont déployés dans des circonscriptions jugées très conservatrices. Dan Helmer pense avoir le CV qu'il faut pour défier la mainmise des républicains sur cette partie de la Virginie. Je me suis engagé volontaire dans l'armée à 17 ans. J'ai étudié dans la meilleure académie militaire. Après ça, j'ai été mobilisé pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, je suis réserviste. Comme tout le monde, j'ai été choqué par le résultat de la présidentielle. À l'évidence, sur ces terres, la bataille n'est pas gagnée d'avance pour Dan. Pour éviter de froisser les inconnus qu'il croise, il se présente comme un vétéran qui se lance en politique. Il évite soigneusement de dire qu'il est démocrate, et pour cause. Il faut qu'il lâche Trump un peu,
qu'ils le laissent gouverner, mais ils ont peur de lui. Ils ont peur de tous ceux qui veulent mettre fin au statu quo. Oui, on a besoin de changement, mais de changement positif, et je ne suis pas certain qu'il apporte du positif en ce moment. Oui, mais je ne vois pas ce que les progressistes peuvent apporter comme changement positif. Un peu plus loin, toujours dans le même état, et toujours dans un district acquis aux conservateurs, c'est Dante Tanner qui tente sa chance. Lui aussi, un vétéran qui joue cette carte pour mettre un pied dans la porte des lecteurs et des lectrices potentiellement déçus par leurs représentants républicains. Mais ici aussi, la tâche est rude pour ce démocrate. En fait, j'en ai marre des faux problèmes. Comme les droits des homosexuels ou l'avortement, tout le monde s'en fiche. Le candidat novice refuse de faire de l'actuel locataire de la Maison-Blanche un argument de sa campagne. Il dit qu'il préfère parler de son adversaire local. Mais la réalité, c'est qu'il est démocrate et que celles et ceux qui sont tentés de voter pour lui ramènent immanquablement la conversation sur Donald Trump. J'espère que vous allez voter pour moi. J'adorerais voter pour vous. Nous détestons l'actuel président, dont je ne dirai même pas le nom. À l'échelle locale, les candidats semblent tout trouver. En revanche, aucune figure ne se dégage clairement pour l'instant pour mener le Parti démocrate à la victoire lors de la prochaine présidentielle en 2020. En Espagne, la violence faite aux femmes reste un fléau que les autorités ont du mal à éradiquer. Près de 400 plaintes sont déposées quotidiennement. Et encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les victimes de violences sont en réalité bien plus nombreuses. Une Espagnole sur 5 aurait été victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, avec parfois des conséquences dramatiques. Depuis le début de l'année, 28 femmes sont mortes sous les coups de leur mari. Un problème d'État, selon les associations, qui multiplient les initiatives privées pour tenter d'endiguer le phénomène. Le reportage de Marion Godin. Tenían 31, 38 y 55 años. 3 mujeres han sido asesinadas presuntamente por sus... À la une de la télévision espagnole ce jour-là, les images de scènes de crime se succèdent. Chaque semaine en Espagne, une femme au moins meurt sous les coups de son mari. Un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier. La violence faite aux femmes, Marina Marroquí connaît bien. Elle en a été victime de ses 15 ans à ses 19 ans. J'ai fait presque tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est confronté à ce type de violence. Et malheureusement, la plupart des femmes font les mêmes erreurs que moi. Elles ne portent pas plainte, n'en parlent à personne, cachent le nom de l'agresseur. On endure en essayant de survivre. Aujourd'hui, Marina veut partager son expérience. Au Salon du Livre de Madrid, elle est venue dédicacer son ouvrage, intitulé « Ceci n'est pas de l'amour ». Je pense sincèrement que ça peut m'aider à comprendre ce qu'est véritablement l'amour et à repérer les comportements qui peuvent paraître normaux dans un couple, mais qui en fait ne le sont pas du tout. On vit dans une société machiste où la femme continue de valoir moins qu'un homme. Les agresseurs restent souvent impunis parce que la société impose aux femmes l'image d'un amour soi-disant romantique, capable d'endurer tout et de tout dépasser. Ce combat contre les violences, Gloria Vázquez le mène d'une toute autre manière. Elle vient de passer 2 mois à manifester sur la Puerta del Sol, à Madrid. Au tout début, nous étions 11 à faire une grève de la faim pendant 27 jours. On en a fait une autre de 21 jours et encore une autre pendant 7 jours. Avec elle, plusieurs dizaines de femmes ont tenté de faire entendre leur voix ces derniers mois à Madrid. Toutes veulent alerter le gouvernement sur ce qu'elles considèrent comme un problème d'État, pas assez pris au sérieux.
Il n'y a pas d'aide financière pour prêter main forte aux victimes. On ne leur propose aucune solution pour s'en sortir. Il n'y a pas non plus d'aide judiciaire. Lorsqu'une femme porte plainte, la seule chose qu'on lui propose, c'est d'aller dans un centre d'accueil avec un système qui ressemble à celui d'une prison. Mais ce n'est pas elle qui a commis un délit. Sur Internet, il est facile de trouver des exemples de ce que certaines femmes peuvent endurer. Chaque jour en Espagne, près de 400 plaintes sont déposées. Pour les traiter, la police a mis en place depuis 2004 des unités spéciales dans 173 commissariats du pays. Se ha comprobado el domicilio. ¿Tenía alguna denuncia anterior o... No. Nada. No tenía nada, no. Nous ne pouvons pas offrir une protection individuelle à chaque femme qui vient porter plainte, mais on tente de leur apporter une aide en fonction du niveau de risque qu'elles encourent. Une femme avec un risque faible, on va rester en contact avec elle, alors qu'une femme avec un risque extrême, on la mettra sous la protection d'un agent 24 heures sur 24. Une protection 24 heures sur 24, c'est également ce que propose l'association de Carolina au Pays Basque. Devant nos caméras, elle préfère ne pas montrer son visage. Carolina est garde du corps. L'an dernier, elle a mis en place un service entièrement gratuit pour accompagner les victimes. L'idée de créer cette association, je l'ai eue après avoir travaillé dans la police, dans la sécurité publique. J'ai dû gérer plusieurs cas de femmes maltraitées et là j'ai vraiment pu voir les lacunes du système. Au total, une dizaine de femmes bodyguards ont participé au projet. Aujourd'hui, les hommes sont aussi les bienvenus. Carolina est venue rencontrer un nouveau bénévole, professeur de judo. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo ves el tema de l'association? Eh bien parce que d'un point de vue professionnel, je constate qu'il y a beaucoup de femmes désemparées, des femmes qui se sentent oubliées. Moi, je peux leur donner des cours d'autodéfense. Je peux aussi former les personnes de l'association qui veulent veiller sur leur sécurité. Souvent, les femmes qui viennent nous voir ne bénéficient pas d'une mesure d'éloignement du conjoint violent ou d'un ordre de protection, car la justice leur a refusé. Selon les associations, 540 000 femmes souffrent aujourd'hui de mauvais traitements en Espagne. Elles attendent toujours la mise en place du fameux pacte d'État contre les violences de genre, promis par le gouvernement l'an dernier. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Côte 24. C'est la pointe la plus à l'ouest de l'Europe, la pointe du Raz, au nord du Cap Sizun, l'extrémité de la Bretagne. Cette côte, balayée par les vents, offre un paysage sauvage, des avancées vers la mer et un patrimoine architectural à couper le souffle. Côte 24 vous fait découvrir ce bout de France. Nous sommes sur le port de Douarnenez, le port du Rosemeur, réputé donc la pêche à la sardine au XIXe siècle, où Douarnenez avait un millier de chaloupes sardinières. Jean-Yves Lebrun raconte sa Bretagne. Ici, c'est le port de pêche tel que nous le voyons aujourd'hui, mais il y a un siècle. Celle des ports de pêche et des marins. Passionné d'histoire et de patrimoine, il nous fait découvrir le nord du Cap Sizun. On quitte Douarnenez, on découvre bien sûr tout un patrimoine naturel très riche et préservé surtout, avec des rochers, des criques. C'est un endroit très sauvage. Voilà, nous sommes ici à la pointe du Millet, mais je vous amène dans un sous-bois où se trouve un moulin qui me tient vraiment à cœur. Ah, bonjour Carmen. Bonjour Jean-Yves. Voilà. Carmen est meunière. Chaque jour, elle dévie la trajectoire de l'eau du ruisseau afin d'entraîner la roue. Le moulin fonctionne tous les jours et accueille près de 40 000 visiteurs par an. Voilà la farine. Oui. Vous pouvez toucher.
Et goûtez, c'est la farine de froment. C'est bon. 30 tonnes de farine de blé et de sarrasin sont produites à l'année. La jeune femme est employée par l'association qui a restauré le moulin. Je dois surveiller que j'ai toujours du grain en bas, que les réglages pour la farine sont bons, qu'on a une bonne farine en qualité à la sortie. Et puis il y a toute la partie boutique où on a des habitués en fait qui viennent chercher la farine ici. Donc il y a une partie en sachage et présentation de tous les produits. À quelques minutes à pied du moulin. Et bien là, on arrive au phare du Millet. C'est l'une d'ailleurs des seules cartes postales qui existent sur ce phare. On va s'approcher du phare, on va regarder la lentille. Christian Tonelli se bat pour la réhabilitation de la maison phare du Millet. Déserté par ses gardiens depuis 1993, le phare se dégrade et sa restauration devient urgente. C'est une mémoire, c'est un patrimoine vivant. Il raconte toutes les histoires de Beuzec-Cap-Sizon, parce que de toute manière, les familles de gardiens elles sont là, elles sont derrière nous, dans les fermes, dans les maisons. Donc c'est vraiment un patrimoine oral. Il faut le préserver, il faut le conserver, et il faut qu'il raconte cette histoire et qu'il continue à la raconter. Les joyaux du patrimoine, Jean-Yves les collectionne depuis plus de 40 ans. J'ai environ donc à peu près 1 millier de cartes postales dans ces albums. Les lieux, les calvaires, les églises, beaucoup de coiffes, bien sûr, que l'on portait à l'époque. Nous laissons Jean-Yves à ses souvenirs et poursuivons notre route en direction des Gouliens. La réserve naturelle du Cap-Sizun s'étend sur une 50aine d'hectares. Yvon Lorguillou veille sur sa lande de bruyère et les joyeux habitants des falaises. Alors là, j'ai un goéland brun, donc aile foncée et pattes jaunes. Plusieurs espèces d'oiseaux marins ont installé leur quartier ici jusqu'à la fin de l'été. Les oiseaux du large, comme les fulmars et puis les guillemots, arrivent courant décembre. Donc ils viennent s'installer, ils viennent prendre leur place pour préparer la reproduction. Disons que tout le monde s'en va, en gros, quand les petits sont capables de suivre, quoi. Depuis quelques années, la réserve compte de nouveaux pensionnaires. Ah, un petit derrière. Leur implantation permet d'éviter l'invasion des ronces, de favoriser l'arrivée de nouvelles colonies d'oiseaux, de redonner à l'environnement tout son éclat. Nous reprenons notre route vers l'extrême ouest. La côte est ponctuée de pointes, ses avancées rocheuses dans la mer. Ici celle de Castelmeur, bien connue des cavaliers de ce centre équestre. Pour nous, comme pour beaucoup de cavaliers, c'est des moments de plénitude parce que voilà, on est au milieu d'un paysage extraordinaire. Ça permet à beaucoup de monde de bien se vider la tête. Nous décidons de poursuivre la balade avec eux dans la lande et les genêts. Gilles et ses élèves nous conduisent jusqu'à la pointe du vent. Ici, le bout du monde face à l'océan. L'île de Saint au large comme posée sur la mer. Le phare de Thévenec, occupé par un homme pour quelques semaines. On aperçoit au loin la petite chapelle de Saintet, juchée sur sa falaise. Thérèse Berrier fait partie de ces bénévoles qui pendant 25 ans ont restauré l'édifice. Aujourd'hui, il est l'un des monuments les plus visités du Cap-Sizun. Cette chapelle qui est toute seule là, c'est vrai, elle est solitaire. On a envie de la protéger parce que bon, c'est vrai qu'elle subit tellement le vent, et la tempête, tout ça. Et c'est vrai qu'elle est mystérieuse en fait. Elle est mystérieuse. La légende raconte que la cloche de Saintet se mettait à sonner toute seule pour prévenir les marins du danger les jours de tempête. Un son perçu jusqu'à la pointe du Raz, sa voisine. Gigantesque éperon de granit, elle domine le Raz de Saint, réputé pour la violence de ses courants. Le Cap Horn de l'Europe, comme on l'appelle ici. Voilà, une carte postale de la pointe du Raz sans le phare de la Vieille. Tu imagines. Et pourtant, on dirait que le phare a toujours été là. Ah oui. Ce phare est important pour moi. Il a bercé mon enfance. Parce que mon père y était gardien de 1947 à 1966. Ici, de la pointe du Raz, on lui faisait des picoucous avec la lumière du feu de la voiture. Bercé par les vents, ces rochers battus par la houle, la pointe la plus à l'ouest de l'Europe, sauvage, se dresse face à l'Atlantique.
Coup de projecteur sur les collections prêt-à-porter de l'automne-hiver 2017-2018, tandis que le Belge Dries Van Noten célèbre à Paris sa 100e collection. L'Indien Manish Arora fête les 10 ans de sa griffe. Bushra Jahrar signe sa 2e collection pour l'an 20. Quant à Johanna Sanik, la créatrice de Vanda Nylon, elle résume à travers sa collection ce que tous mettent en avant, l'éloge de la diversité. Reportage. Paris est en fête. Après New York, Londres et Milan, Paris, la capitale de la mode internationale, accueille les présentations prêt-à-porter de l'hiver prochain. Les nouvelles tendances vestimentaires féminines sont à l'image de notre société actuelle, en ébullition. Éloge des diversités, célébrations et anniversaires sont à l'honneur. Au Palais Omnisport de Paris-Bercy, le flamand Dries Van Noten fête son 100e défilé. J'ai toujours été frappée par la beauté de ces imprimés, la simplicité et la force de ces lignes. Enfin, je trouve que c'est un couturier merveilleux qui a un sens des couleurs en plus, des dessins. C'est un artiste. J'aime beaucoup ce côté androgyne et quand même très féminin dans les matériaux, dans les tissus, dans les choix d'imprimés. Mais moi, ça m'est envie de porter des choses hommes de Dries. Les tissus sont tellement beaux, les couleurs sont tellement belles que ce ne sont pas des vêtements de saison qu'on a envie de changer l'année d'après. C'est vraiment très intemporel tout en étant très moderne. Pour célébrer sa 100e collection, Dries Van Noten a fait appel aux super top modèles des années 90. Dries est un créateur incroyable qui a toujours suivi ses convictions tout en célébrant les femmes, les couleurs, les matières, les modèles. Mais je pense qu'il y a aussi une part de mystère chez lui, que je trouve génial. Au Grand Palais, non pas sous la coupole réservée à Chanel, mais dans une galerie attenante, l'Indien Manish Arora se réjouit de fêter, lui, ses 10 ans. Cette collection est née sous le soleil du Nevada, pendant le festival Burning Man. La collection s'appelle Cosmic Love, Amour cosmique. Elle raconte l'histoire d'une femme qui grandit. Elle est adulte maintenant. Elle s'amuse toujours, elle reste un peu fofolle. Mais elle ne se promène plus avec des bonbons ou des petits gâteaux. Elle porte des planètes, elle porte des comètes comme des sacs. Elle navigue dans la galaxie. D'une façon plus terre-à-terre, Manish Arora prône la diversité, les différences, le cosmopolitisme. Il ne s'agit pas simplement de là d'où vous venez, je dirais plutôt mes vêtements sont pour tout le monde. Alors tout le monde devrait pouvoir défiler dans mes vêtements. C'est la meilleure explication. Moi par exemple, je viens d'Inde et je défile à Paris. Quel meilleur exemple que celui-là? Autre lieu fort prisé des créateurs de mode, le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Paris. Pour sa seconde collection L'An 20, Bushra Jahrar a invité ses amis. Isabelle Adjani, Rachida Brakni et son époux Éric Cantona, Gaëtan Roussel, Guillaume Gallienne, Christophe. Tous attendent une symphonie de coloris. Il y a des variations de couleurs, c'est comme des gammes de musique en fait. Il y a des variations de rose pâle, on passe du rose pâle au rose poudré, au rose pétale, au rose tendre, au rose amoureux. Le noir est parfois nuit, il est parfois gris, il est parfois kaki. Le blanc n'est jamais tout à fait optique, mais parfois ivoire. En fait, c'est des choses qui... c'est des subtilités qui nous font vibrer, quoi. Et quand les vibrations des couleurs sont perçues par un maître des nuances musicales, les couleurs et les étoffes qui vous parlent vous sautent tout de suite aux yeux. Les satins. Elle m'a dit que celui que j'aimais bien c'était Aqua. Le satin cher et puis ce magnifique tailleur porté par cette femme brune avec les cheveux comme ça là. J'ai toujours aimé la mode quoi. Si j'avais pas fait du son, j'aurais fait peut-être de la mode, ouais. Au nord de Paris, porte de la Villette, dans un immense entrepôt, un très long podium. Les mannequins marchent comme au ralenti. Simon Porte-Jacquemus a appelé sa collection « L'amour d'un gitan » et elle rend hommage à l'art tauromachique. On retrouve des formes dans les manteaux, le cintrage des pantalons très hauts. C'était magnifique. J'ai eu l'impression d'avoir vu un show haute couture. Il est question d'attitude, d'un maintien altier, mais sans contrainte. Non, on n'est pas corseté. On a une forme
digne et classe et prête à affronter la vie. Dans un espace blanc quasi monacal, la jeune griffe parisienne Vanda Milon présente sa collection Éloge de la diversité. En 2012, Johanna Sénic, la créatrice de la marque, avait taillé son premier trench dans un rideau de douche. Elle a cette invention d'abord de la matière. Elle s'est trouvée le fil de soie au grand sens du mot. Une invention dans la pointe de la technologie de la matière. Et donc ça, c'est une très grande invention. Plus prosaïquement, Johanna Sénic a articulé sa nouvelle collection autour de figures féminines puissantes. J'ai commencé à regarder toutes ces femmes que j'adore et toute cette esthétique que j'adore, genre les petits bérets des Black Panthers, les petites épaules, tu vois ces femmes un peu fortes, militantes et puis qui ont envie, qui n'attendent pas qu'on leur donne l'autorisation, qui prennent les devants. Donc ça fait des silhouettes hyper fortes mais qui sont pas du tout agressives et au contraire qui sont pas trop dénudées non plus. Pas du tout. Non. Un petit peu parfois quand même. Ouais, juste ce qu'il faut pour être appétissante. Voilà. Johanna Sénic ne manque ni d'humour ni de talent, deux raisons amplement suffisantes pour savourer avec malice ses prochaines collections automne-hiver. C'est la fin de cette édition de Code 24. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Et je vous dis à la semaine prochaine.